Elle a dit il faut faire 60 milliards d'économies. Elle a dit au prochain président, voici ce qu'il doit faire. Pourquoi est-on en marche vers l'immobilisme? Elle nous prévient, la France peut-elle tenir encore longtemps? Le vrai état de la France, nous dit-elle. Mais où va notre argent? Oui, ça c'est la question fondamentale. Où va notre argent? Et là, elle nous dit, on est face au mur. Voyez, Agnès Verdier-Molinier, c'est pas le mur des lamentations, c'est le mur des exhortations. Là, elle nous le fait tous les 2 ans ou tous les ans, elle nous dit, ça ne va pas. Le problème, c'est que plus ça va, plus ça ne va pas. Alors, ce n'est pas faute d'avoir prévenu, ce n'est pas faute de donner des informations, ce n'est pas faute de dire des choses. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Donc, vous êtes effectivement, vous avez ce plus récent livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Donc, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité et les solutions pour en sortir. Et j'ai l'impression, je vais d'abord vous poser cette question. Agnès, c'est vrai que vous avez un sens formidable de la persévérance et vraiment 100 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage et vous avez raison de le faire parce que vous donnez beaucoup d'inventions, beaucoup de chiffres et puis vous n'êtes pas en mauvais termes avec les mots et encore moins avec les chiffres. Donc, mais on se dit en même temps, mais alors écoutez, à chaque fois qu'un de vos livres sort, et on est toujours heureux d'en parler avec vous, mais on a l'impression que ça s'aggrave. Alors, vous n'y êtes, vous, pour rien, c'est évident. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'écoute pas, on fait le sourd, on continue. Là, alors, vous dites, oui, on peut s'en sortir à chaque fois. Vous nous dites, on peut s'en sortir. Sauf que à chaque fois, on a l'impression que, oui, mais les somnambules, je ne sais pas si c'est les somnambules qui nous gouvernent. Enfin, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais comprendre pourquoi on en est encore toujours à ce stade, Agnès. Écoutez André, vous avez tout à fait raison. La sonnette d'alarme, ça fait pas mal d'années qu'on la tire et qu'il se passe pas autant de choses que ce qu'on voudrait. Mais je crois qu'avec ce livre, Face au mur, j'explique que vraiment on est au pied du mur. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire, puisque la Cour des comptes l'a dit il y a pas très longtemps sur le sujet des finances publiques. La France est au pied du mur. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas voulu voir l'obstacle. On a été dans le déni. C'est ce que je dis dans l'introduction du livre. Oui. On a finalement procrastiné. On a mis tous les problèmes sous le tapis. On n'a pas voulu voir que la France aussi, à un moment, peut se retrouver dans une situation comme la Grèce ou comme le Portugal ou comme l'Irlande à faire appel au FMI. Et je trouve grave ce qui est en train de se passer en ce moment parce que quand moi je vois des personnes qui en off me disent finalement on pense qu'on ne pourra pas faire les économies, qu'on les fera pas parce que culturellement, parce que politiquement, on n'a pas le courage de le faire. Eh bien, finalement, on attend le FMI. Et moi, j'aimerais, avec ce livre, dire, non, je suis pas d'accord, on n'attend pas le FMI, on refuse d'aller dans le mur, on se dit, on peut finalement adopter d'autres solutions, adopter des mesures qui ont marché ailleurs en Europe. Alors justement, Agnès Verdier-Molinier, justement pour faire bien comprendre à nos auditeurs et avoir un peu votre avis. Si le FMI arrive, prenons le scénario, je dirais pas catastrophe, un scénario, on va pas jouer ni les peurs ni l'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si le FMI, comme il l'a fait en Grèce, dise écoutez maintenant, drastique, c'est plus possible, on va faire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Politique, économie fiction, mais pas tellement fiction. Voilà. Justement, André, je l'écris dans le livre, je fais un chapitre entier sur ce sujet. Que ferait le FMI en France? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on attend que le FMI arrive, ça voudra dire qu'on est vraiment allé très très profond. Au fond du trou, et que on a creusé encore la dette et qu'on a encore creusé le déficit et qu'on s'est retrouvé. Mais ce n'est pas impossible, Agnès Verdier-Molinier, c'est pas impossible que la perspective FMI arrive. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, mais pendant des mois, on a entendu sur beaucoup de radios et de télé dire mais la France n'est pas la Grèce, mais la France finalement c'est autre chose. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez symptomatique, c'est la France c'est la France. Et qui voudrait dire, en fait, André, qu'on prêtera toujours à la France quoi qu'il arrive, quel que soit notre niveau d'incurie de gestion publique, finalement. Et même si on était à 7 ou 8% de déficit public, finalement, il y aurait toujours quelqu'un pour nous prêter. Et là, je trouve que c'est grave de dire des choses comme ça, parce que finalement, ça laisse penser
qu'on peut avoir un niveau de déficit et de dette qui est de plus en plus aggravé sans pour autant qu'il se passe rien. Alors qu'en fait, c'est faux parce que on a besoin des marchés financiers pour faire tourner la France. Je vous l'avais déjà dit sur ce plateau, 300 milliards empruntés par an. C'est absolument gigantesque. Et si on creuse encore dans le mauvais sens, eh bien, ce sera encore des besoins encore plus importants. Et il faut se dire que si la France est dégradée par les agences de notation, il y a un moment où les banques, les assureurs, ne nous prêteront plus parce qu'ils considéreront que c'est un investissement à risque. Et donc, quand la mer va se retirer, on risque de se retrouver, alors avec cette intervention potentielle, et ce que je ne souhaite pas évidemment. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait concrètement? Mettons, le FMI est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ferait le FMI? Mais encore une fois, je relance le scénario. Très concrètement. Le scénario, il est très concrètement exactement celui qui s'est passé dans d'autres pays, que ce soit la Grèce ou le Portugal. C'est une baisse des pensions. Une baisse des pensions de 15-20%, peut-être plus. C'est ça qu'on dit pas à nos concitoyens. Quand on dit, en ce moment, c'est assez lunaire, on est en train de se dire, on pourrait retourner à la retraite à 62 ans. Mais c'est faux, en réalité. Il n'y a rien de plus faux. En réalité, on devrait être en train de se dire, comment on fait pour repousser l'âge de la retraite à 66 ans ou à 67 ans? Pourquoi ça a un lien avec le sujet de que ferait le FMI en France? Parce que là où le FMI est intervenu, évidemment, il y a eu des coupes énormes dans les retraites. Et que si on n'explique pas ça à nos concitoyens en disant il faut faire un effort nous-mêmes tout de suite, plutôt que se retrouver avec un effort gigantesque et avec des coupes sombres dans finalement le pouvoir d'achat notamment des retraités, mais aussi dans les salaires des agents publics. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là quand le FMI est intervenu? Eh bien, ils ont ouvert les comptes, ils ont dit il y a une masse salariale trop importante et ils ont baissé les salaires publics. Ils ont augmenté. Il y a la baisse des salaires. Il n'y a pas que les pensions, il y a la baisse des salaires. En fait. Mais oui, mais parce que la réalité, c'est que quand vous êtes dans une situation d'extrême urgence, où il n'y a plus personne qui veut prêter à un pays, sauf à des taux énormes, exorbitants, que le pays ne peut plus payer, on se retrouve dans la situation où on dit, il faut couper dans la masse salariale, il faut couper dans les retraites, il faut augmenter le temps de travail, il faut supprimer des postes, mais c'est pas du non-remplacement de personnes qui partent à la retraite, c'est l'idée de dire, non, mais il y a des licenciements, donc notamment dans les administrations publiques. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, André, c'est-à-dire que soit on est dans la situation où on est au pied du mur et où tout le monde reconnaît qu'on est au pied du mur, mais on veut pas faire le job. Et en ne voulant pas faire le job, on va entraîner avec nous tous nos compatriotes dans une situation qu'ils n'auront pas vu venir parce qu'on ne leur aura pas expliqué. Et ce que je souhaite faire avec ce livre, et ce qu'on fait avec les travaux de la Fondation IFRAP, avec mon équipe, c'est vraiment dire, mais voilà la pédagogie de ce qu'il faut éviter. Voilà. Et j'explique bien dans le livre qu'il n'y a pas que des pays qui ont été aidés par le FMI quand ils avaient des problèmes de finances publiques. Il y a aussi des pays qui ont fait le travail eux-mêmes parce qu'ils ont pris les devants. Et ils ont pris conscience que leur dette était trop importante, leur déficit trop important, qu'ils étaient arrivés dans des niveaux d'impôts aussi sur les entreprises et les entrepreneurs qui finalement étaient défavorables à la création de valeur ajoutée dans leur pays et donc à la création de richesse, j'en parle dans le livre. Et ces pays-là, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Suède ou d'autres, eh bien, ils ont fait un travail de fond de réorganisation des politiques publiques, de décentralisation, de privatisation, de mise en concurrence, ce travail que nous ne voulons pas faire, que nous ne faisons pas. Alors on va en parler, Agnès Verdier-Molinier, mais nous n'avons pas fait le travail, c'est ça. Nous, je ne sais pas si on veut le faire, on ne veut pas le faire. Apparemment, on ne veut pas le faire, en tout cas. Nous, on fait l'autruche. Voilà, on fait l'autruche. Et d'ailleurs, je rappelle, vous rappelez dans votre livre, mais il faut les rappeler, 57% des dépenses publiques. Nous sommes à une dette de 300 milliards d'euros de dette. Encore une fois, car les impôts, il n'y a plus que les impôts sur les os, comme disait Michel Audiard, 44% de taux de prélèvement obligatoire. Il faut qu'un déficit à 5,5% du PIB. Tout chiffre qu'on connaît, mais il est toujours bon de le rappeler. Et même 6%, 6% du PIB de déficit
en 2024, hein, André, hein, rappelons-le. Oui, absolument. Et ne parlons pas, alors on va en parler parce qu'on aura le temps d'en parler, Agnès, on a tout le temps. Les investisseurs étrangers, parce qu'il faut rappeler que 55% de la dette française est détenue, c'est bien ce que vous dites, par des investisseurs étrangers. Et juste un mot là-dessus, c'est ce qui est intéressant, vous en parlez dans un paragraphe, et moi ça m'a vraiment, les bras m'en tombent, personne ne sait qui sont ces investisseurs étrangers, à part peut-être l'agence France Trésor et encore. C'est quand même hallucinant. Oui, on ne sait pas qui sont ces investisseurs étrangers. On est dans une situation où on est un des pays les plus endettés, qui a sa dette la plus internationalisée, la plus détenue à l'étranger. Ouais. Et souvent, on me dit dans les conférences, les interventions ces derniers temps, oui, mais les États-Unis sont très endettés aussi. Oui, les États-Unis sont très endettés aussi. Bien sûr. Mais ils détiennent beaucoup plus, eux-mêmes, les Américains, leur propre dette que nous. Hein, il y a que autour de 24% de la dette américaine qui est détenue à l'étranger. Nous, vous l'avez dit, c'est autour de 54%. Ouais. Et en plus, André, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la dette, il y a de la dette à 10 ans, ça c'est celle qui est la plus connue, hein, celle dont on connaît le taux. Hein. Aujourd'hui, on est à 3,54% sur le taux à 10 ans. Donc ça a beaucoup monté ces derniers temps quand même. Hein. On est au-delà des taux les plus importants qu'on avait eu en 2011 au moment de la crise des dettes souveraines. Et il faut se dire que ce soit les Américains, que ce soit les Italiens, que ce soit les Japonais, que ce soit les Britanniques, tous ces pays-là, ils ont beaucoup de dettes, mais leur dette est majoritairement détenue par leurs résidents. Par les nationaux. Et nous, dans la dette par les nationaux. Et dans la dette à court terme, la dette qui est souscrite pour 3 mois à 1 an, André, on est à 83%. 83% des souscriptions, ce sont des non-résidents, des étrangers. 83%. Donc la dette à court... Oui, 83%. C'est énorme. Donc on est dans une situation où on n'est pas du tout en train de baisser le niveau de détention à l'étranger de la dette française, on est plutôt en train de le monter, ce niveau. Pourquoi aussi, il faut bien le souligner, parce que beaucoup de nos compatriotes ne souhaitent plus détenir de la dette française dans leur placement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sous les yeux la gestion des finances publiques françaises. Ils voient qu'on ne fait pas d'efforts pour les économies. Alors, si nos compatriotes le voient avec autant d'acuité, vous comprenez bien que les agences de notation... Les autres aussi, bien sûr. Ils vont, à un moment, ils vont dire il n'y a pas l'effort sur la baisse de la dépense. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on sait qui détient la dette ? Eh bien, on connaît par zone géographique, mais on ne sait pas quel pays... Finalement, quel ressortissant de quel pays détient la dette, alors que le Trésor américain, lui, donne les chiffres pays par pays, avec des estimations. Nous en sommes incapables, et je redis dans le livre à quel point c'est dommageable pour l'information de nos compatriotes sur ce sujet. Agnès Verdier-Molinier, nous allons en parler. Je rappelle votre livre Face au mur, et justement, puisque nous sommes face au mur, on voit ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les audits vis-à-vis, parce que ils ont, eux, 33 000 milliards de dollars de dette. Et même si c'est détenu par des nationaux, eux, ils ont pris le taureau par les cornes et ils sont en train de bouger, quel que soit ce qu'on peut penser de X ou Y ou Z. On en parle tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous, évidemment, parce que, écoutez, ça nous concerne tous au premier chef. Si on est dans le mur, est-ce que le mur va s'écrouler sur nous ou on va arriver à contourner l'obstacle? That is the question. À tout de suite. L'ami Jean-Luc. Bonjour, Dame Laurent. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Alors on est face au mur. Et on fait quoi face au mur ? Vous savez, il y a plusieurs attitudes. On peut dormir. On peut dire, attendez, encore une minute, monsieur le bourreau, on a le temps, ça va, on peut ronfler tranquillement. Et paître en paix sur les... on a encore de belles petites prairies, hein. Et puis après, on peut se dire, écoutez, non, on va quitter ce mur, on va aller ailleurs, si on peut aller ailleurs. Et sinon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, vous savez, la phrase,
Agnès Verdier-Molinier, qu'on entend le plus. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Je veux dire, parmi les gens, encore une fois. Et effectivement, ceux qui peuvent faire, qu'est-ce qu'ils font? Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation IFRAP, et nous sommes avec vous, Agnès Verdier-Molinier, face au mur, d'aide, désindustrialisation, normes, assistants à sécurité. Alors, vous donnez beaucoup de choses, vous dites, faites des économies, faisons des économies, faisons des économies. C'est votre côté Cassandre depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, et puis peut-être que, à un moment donné, on peut espérer qu'un de ces somnambules va s'éveiller en disant, hey, pourquoi pas. Mais je voudrais, justement, parler de ce non pas ce qu'il y a lieu de faire, mais des constats. Vous dites, et vous en parlez tout le temps, en fait, vous avez dit, la dette, si on ne fait pas des économies, tout le reste c'est très joli, mais si on ne commence pas à prendre sur soi, à balayer devant sa porte, à nettoyer sa porte, peut-être à rendre la maison un peu moins coûteuse, eh bien, il faut commencer à faire le travail. Et alors, je prends vous parlez des baisses des subventions et des financements européens, par exemple, mais pas seulement. Mais moi, il y a une chose que je voulais parler. Vous dites une baisse de 10% des subventions aux associations, 3 milliards, permettrait de réduire les dépenses publiques sans pour autant supprimer totalement le soutien aux structures associatives. Et c'est quelque chose, Agnès Verdier-Molinier, qui m'a vraiment inspiré. Je me dis, mais attendez, ok, bien sûr qu'il y a des structures associatives qui font un très bon boulot, et il ne s'agit pas de jeter l'enfant associatif avec l'eau du bain dépensier. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un audit? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des gens qui font le boulot et d'autres qui le font moins, qui ne le font pas du tout et qui reçoivent des millions, voire des milliards? Vous citez aussi les opérateurs publics, ADEME, ONF, et autres, peut-être l'AFD, l'Agence française de développement, mais rien. L'ADEME, vous citez l'ADEME. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'évaluation quant à l'efficacité? Est-ce que ce n'est pas ça l'une des racines du problème? Parce que on va pas parler du Conseil économique et social, on va pas parler de choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais enfin, on veut savoir d'abord où va notre argent, oui, mais à qui est-ce que ce qui fait le boulot, fait le job? Et oui, André, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde une question de dépenses publiques, on se dit, mais il y a des milliards et des milliards, mais qui sont pas évalués. Voilà. Sur les subventions aux associations, c'est plus de 20 milliards d'euros par an en subventions et de l'ordre de 30 milliards en commandes de la puissance publique vis-à-vis des associations. Énorme. Et sur les subventions, subventions, elles sont pas aussi bien documentées que ce qu'on voudrait. Et souvent, les associations qui touchent des subventions au niveau local, elles déposent pas leurs comptes, elles font pas la transparence sur leurs comptes, alors que normalement c'est la loi. Et on devrait avoir tous les comptes des associations subventionnées qui devraient être en ligne et on devrait pouvoir les consulter. Tout à fait. Et puis on se pose aussi la question d'associations qui en fait sont subventionnées à 90%, à presque 100% ou à au moins 80%, et on se dit finalement, est-ce qu'elles devraient pas avoir aussi des recettes propres, ces associations? Oui. Oui. Et on pourrait avoir une règle qui dirait 1 euro de financement public s'il y a 1 euro finalement de financement privé par des dons, etc. Par exemple, etc. oui, Donc tout ça, c'est du bon sens, et en même temps, ça fait des années qu'on en parle et il se passe pas grand-chose, vous le savez bien. Et sur les opérateurs de l'État, c'est la même chose, hein. Toutes les agences que vous avez citées, l'ADEME, mais il n'y a pas que l'ADEME, hein. Il y a Météo France, il y a évidemment France Travail, pardon. Oui, France Travail, énormément de structures qui sont en fait des agences de l'État et sur lesquelles il y a un problème d'information. Il faut vous rendre compte qu'on ne sait même pas exactement compter le nombre d'agences, d'opérateurs, de comités Théodule qu'on a. Alors, on a une estimation autour de 1080, 1090 sur l'ensemble, mais déjà, il n'y a pas un document complet sur les opérateurs et les agences de l'État qui détaillent tout. Il y a plusieurs documents qu'il faut regarder les uns après les autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui recouvre quoi. Et par ailleurs, on a une information sur les recettes de toutes ces agences de l'État, mais on n'a pas d'informations sur les dépenses. Alors, nous, on a fait une estimation à la Fondation IFRAP, on est entre 130 et 140 milliards de dépenses. C'est énorme. Vous vous rendez compte, 130 à 140 milliards d'euros de dépenses sur lesquelles, finalement, on n'a pas tellement d'informations parce que
sur la plupart des opérateurs de l'État, alors c'est pas vrai pour l'ADEME, l'ADEME met en ligne beaucoup d'informations sur son budget, mais beaucoup d'opérateurs de l'État ne donnent pas leur compte annuel. Oui, Ils ne les attendez. mettent pas en ligne. Oui, mais Agnès, c'est un scandale d'État, excusez-moi, qu'on soit encore en 2025 à se dire ça, qu'on sait depuis des années. Pour moi, c'est un constat non seulement d'échec, je le dis, d'incompétence et de faillite. Il est inadmissible. Toute entreprise qui fait son travail, il y a des audits, on regarde, etc. Comme vous dites, au moindre euro. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ce boulot? Ils ont commencé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce boulot en France? Nous dépensons, vous avez dit, vous parlez de dizaines de milliards, de centaines de milliards, alors que nous sommes en dette. Et ce qui est extraordinaire, quand même, franchement, il y a de quoi, je m'excuse, il y a de quoi s'énerver dans cette histoire, de dire, mais c'est pas possible. Vous dites la France, vous parlez de ça, vous parlez de démocratie, vous parlez de tout cela, et vous n'êtes pas foutus. Je parle des presses qui nous gouvernent, qui sont gouvernées, hein, gauche-droite confondue, c'est pas un problème, je veux dire, de tendance politique, c'est un problème d'efficacité, de base. Vous nous dites même pas, vous dites vous-même, voilà, on ne sait pas, on sait ce qu'ils dépensent, on ne sait pas ce qu'ils reçoivent, on sait ce qu'ils ont, enfin si, on sait ce qu'ils reçoivent, mais on ne sait pas comment ils les utilisent, on ne sait pas comment on fait le travail, on ne sait pas les résultats. L'Office national des forêts, il y a trois opérateurs pour l'Office, pour les forêts, par exemple, et les empilements. Vous voyez, Agnès, vous parlez de ça, vous dites ça, et après, je ne sais pas, moi, rideau de fumée. C'est quand même énorme. Écoutez, vous avez vu, André, comme moi, qu'au Sénat, ils ont mis en place une commission d'enquête sur les opérateurs et les agences pour essayer de dénombrer le nombre. Oui. Vous vous rendez compte qu'on en est encore là. Ils sont en train de travailler et ils vont rendre normalement à l'été une documentation où on aura quelque chose de cohérent. Ouais. Mais le premier rapport sur les opérateurs de l'État, c'est un rapport de l'Inspection générale des finances de 2012. Ouais. Il s'est quasiment rien passé depuis. C'est le premier rapport. Ouais. Le rapport le plus documenté qu'on ait eu sur les opérateurs de l'État. Il date de 2012. À l'époque, on a dit c'est 50 milliards de dépenses. Peut-être vous vous en souvenez. Ouais. Hein, c'était à peu près 50 milliards. Et maintenant, on est autour de 130, 140 milliards. Donc, en 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ouais. Donc, le sujet, c'est que toutes ces agences, ça a augmenté en poids. Hein, et on l'a montré à la Fondation IFRAP dans nos travaux, c'est que on voit bien que même quand on réduit parfois le nombre d'agences et d'opérateurs, la dépense qui est en face, elle ne baisse pas, elle ne fait qu'augmenter. C'est vrai que on a l'impression que finalement, on fait semblant de faire des économies d'un côté et que de l'autre côté, ça augmente. Vous vous souvenez de la période de Nicolas Sarkozy où il y avait des baisses d'effectifs avec des non-remplacements de départ à la retraite. Tout à fait. Et ça, c'était valable pour l'État, mais c'était beaucoup moins appliqué dans les opérateurs et les agences de l'État. Donc, il y a des points de fuite, si vous voulez. Ouais. Et le problème que vous soulignez, c'est les redondances, en fait. C'est le fait que on a des agences qui s'occupent des mêmes choses que les ministères, qui s'occupent des mêmes choses que les collectivités locales. Et par exemple, sur la santé, c'est assez impressionnant parce que vous avez la Haute Autorité de Santé, vous avez l'ANSES, vous avez la Caisse nationale d'assurance maladie où il y a 2200 personnes, vous avez le ministère de la Santé mais qui s'occupe aussi des retraites, du social, etc. où il y a 13 000 personnes, vous avez les caisses primaires d'assurance maladie où il y a 70 000 personnes et à la fin vous vous dites mais comment on fait pour avoir autant de doublons partout et on sait même plus qui est en charge de quoi. Hein, et on se dit, est-ce que avec les ARS, avec les missions à la fois nationales, à la fois locales, et tout le monde qui finalement intervient sur des périmètres qui sont proches, et tout ça avec l'argent évidemment des Français, puisque c'est notre argent qui finance, et avec en fait une dérive administrative et qu'on peut qualifier de bureaucratique. Qui fait qu'on n'a même pas un meilleur service public à la fin. On n'a même pas un meilleur système de santé. On a plutôt un système de santé qui est moins bon. Et je rajouterais, André, qu'avec toutes ces structures, on n'a même pas été fichu de se dire que avoir deux assureurs, un assureur de base à l'assurance maladie obligatoire, plus l'assureur complémentaire santé qui est aussi obligatoire, on s'est pas dit qu'il fallait faire comme aux Pays-Bas. Hein, j'en parle dans mon livre, Face au mur, aux Pays-Bas ou en Suisse, où ils ont mis les assureurs en concurrence pour avoir un seul assureur pour tout. Oui. Et ben voilà. Mais nous, on est dans une situation où on paye 15 milliards par an
15 milliards par an entre les assureurs de base, l'assurance maladie obligatoire, la caisse primaire d'assurance maladie et votre assureur complémentaire. 7,5 milliards d'un côté, 7,5 milliards de l'autre, 15 milliards par an. On devrait payer 4 à 5 milliards de moins par an, au moins là-dessus. Oui, c'est fou. D'ailleurs, dans votre livre, vous le montrez très bien, Agnès Verdier-Molinier, mais on le sait, d'ailleurs, dans vos précédents livres aussi, c'est que on voit très bien le bon sens, dit combien de dizaines de milliards on pourrait faire d'économies. On va en parler tout de suite, mais encore une fois, il y a un problème au sommet, mais aussi à la base. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous parce que ça vous concerne, c'est votre portefeuille, ça vous concerne et non seulement votre portefeuille, mais votre niveau de vie. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Si vous souhaitez intervenir, bien sûr, on vous le rappelle, vous pouvez appeler le 0826 300 300 et pour écouter cette émission en direct, vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Agnès Verdier-Molinier face au mur, on voit très bien, vous parlez évidemment dans votre livre, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité, c'est presque les 7 péchés capitaux de notre cher et doux pays. Et puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr qu'on peut faire. On l'a vu, on en a parlé. Et malheureusement, encore faut-il que il y ait. Encore une fois, c'est moi qui parle. Et je ne veux pas engager Agnès Verdier-Molinier là-dessus. Mais les somnambules au sommet et puis aussi il y a autre chose. Et Agnès Verdier-Molinier, je vais vous faire écouter quelque chose qui est intéressant. Que ça s'est passé à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Donc il y a des députés. Et parmi les députés, il y a les députés de la France Insoumise. Et parmi les députés de la France Insoumise, il y a Ercilia Soudé. Elle parlait du travail, du chômage et tout ça. Écoutez, parce que c'est intéressant, parce qu'une partie des Français pense comme elle. Écoutez, Ercilia Soudé, c'était il y a une semaine. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat. Valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. J'y vois également une attaque à peine voilée à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les véritables assistés, ce ne sont ni les étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Valoriser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement chez les ultra-riches. Mais la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. Voilà, une simple question de mathématiques. Vous voyez, c'est résumé. Alors c'est très... Donc, comment voulez-vous valoriser la France qui travaille? C'est raciste. Oui, vous parlez pas des travailleurs étrangers. Les chômeurs, évidemment, les chômeurs. Mais s'il n'y avait pas les ultra-riches, à qui on prend rien, évidemment, etc., etc. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi je voulais vous faire entendre cela? Vous connaissez sans doute déjà, mais voilà, c'est un point de vue, en tout cas, qui présentait comme ça, mais il est brut de décoffrage, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux personnes qui pensent ou qui ne sont pas loin de penser comme Ercilia Soudé, Agnès Verdier-Molinier, par rapport au paysage français? Dans le livre, je fais une partie entière sur le sujet du mur de l'assistanat. Et je considère que c'est un des murs qu'on a à affronter. Autant que le mur de la dette ou de la désindustrialisation ou des normes ou de l'insécurité. Pourquoi? Parce que un système comme celui de la France, avec un modèle social qui en fait désincite au travail, c'est un système qui finalement engendre son propre déclin. Parce que plus vous désincitez au travail, moins vous créez de valeur ajoutée. Et contrairement à ce qu'a dit la députée de la France Insoumise, je pense qu'on a un très gros problème avec ça en France. Qui n'existe pas d'ailleurs dans les pays du nord de l'Europe. Hein, je l'explique dans le livre. D'ailleurs, ils se sont réveillés bien avant nous et ils sont très généreux. Ils aident vraiment leurs concitoyens qui sont dans la peine avec, par exemple, des revenus d'existence comme le RSA. Ouais. Mais ils ne le donnent pas pendant des années sans s'arrêter. La moyenne de temps passé dans l'équivalent du RSA dans les pays du nord de l'Europe, c'est 1 an ou 2 ans. Nous, la moyenne, c'est 5 ans.
Et souvent, les personnes qui en sortent, ils vont vers des retraites ou du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé. Alors, c'est pas la majorité, mais c'est une bonne partie. Donc, la question, André, qui se pose, c'est pourquoi les pays du nord de l'Europe ont réussi à avoir des systèmes généreux, mais qui ne désincitent pas au travail, et pourquoi nous, en face des aides, on n'a pas des devoirs. Et je parle dans le livre aussi de la réforme de France Travail, où on dit les personnes qui sont au RSA maintenant vont devoir s'inscrire à France Travail. C'est effectif depuis le 1er janvier. Mais pour pas que les personnes en question grossissent les chiffres du chômage et la catégorie A des demandeurs d'emploi, on a créé des catégories différentes, les F et G. Ouais. C'est quand même incroyable. Et on dit finalement, ils vont pas être obligés de rechercher un emploi. Alors que c'était ça l'objectif initial, c'est que toutes les personnes qui sont... Et d'ailleurs, je trouve que à la France Insoumise, ils devraient écouter un peu plus Fabien Roussel, qui a dit il y a pas très longtemps qu'il fallait supprimer le RSA. Parce que les personnes qui aujourd'hui sont bénéficiaires du RSA, elles voudraient en réalité avoir un emploi. Et le fil rouge, ça doit être le travail et l'emploi. Ça doit pas être créer plein d'aides qui finalement, à la fin... désincitent, quand on les cumule, à la reprise d'un emploi. Parce que finalement, la liberté de chacun, c'est aussi d'avoir son indépendance et de pas dépendre de l'État ou de la sécurité sociale. Et pour répondre à ce qu'elle a dit sur Bernard Arnault, et en fait qu'il fallait aller chercher l'argent là où il est. Ouais. Chez les ultra-riches. Chez les ultra-riches. Chez les ultra-riches. Ouais. Et là aussi, j'en parle dans le livre, mais on va sortir une nouvelle étude à la Fondation IFRAP qui, de mon point de vue, est passionnante et qui montre qu'il y a une concentration de l'impôt de plus en plus importante sur les 10% qui gagnent le plus en France, qui maintenant payent sur la totalité des impôts directs plus de 52%. De la totalité des impôts directs est payée par ces 10%-là. Et ça s'est aggravé. Depuis 2017, ça a pas baissé, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que plus ça va, plus on met sur le dos des mêmes personnes, et d'ailleurs tout ce qui a été fait ces derniers temps, et je veux pas rentrer dans les détails, mais la taxe plancher sur l'impôt sur le revenu, qui a été votée là pour 2025 sur les hauts revenus, en réalité, ce sont des mesures qui vont faire fuir et qui font fuir déjà nos entrepreneurs, parce que ceux dont on parle, les soi-disant ultra-riches, les riches, etc. Les soi-disant, il y a de vrais ultra-riches quand même, Agnès Verdier-Molinier. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que c'est leur richesse ? Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises dans lesquelles travaillent nos concitoyens, en grande partie. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux-là, on les veut pas en France ? Parce que quand on écoute la députée, on a l'impression qu'elle veut pas d'entrepreneurs en France. On a l'impression que quand on dit qu'il faudrait plus de Bernard Arnault en France, elle dit que c'est une insulte à l'intelligence. Ouais. Et je trouve ça très grave. Parce que si on dit demain à toutes ces personnes qui sont en fait des entrepreneurs qui créent des emplois, qui créent de la valeur ajoutée dans notre pays. Donc on leur dit vous partez et quittez la France, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les impôts que ceux-là payent, ils en payent énormément, contrairement à ce qu'on nous raconte toute la journée, notamment dans l'hémicycle du côté de la France Insoumise. Ils payent déjà une énorme partie par leurs entreprises. Les entreprises de France qui ont un niveau de prélèvement obligatoire qui est 150 milliards plus élevé que dans les pays de la zone euro. Donc c'est énorme, hein, André, le niveau de prélèvement obligatoire payé par les entreprises. Plus le fait que ces personnes-là, en tant que ménage, ils payent de l'impôt sur la fortune immobilière, ils payent des surtaxes exceptionnelles sur les hauts revenus, ils payent des niveaux de CSG et de prélèvements sociaux qui sont gigantesques. Oui, vous vous dites, on ne les épargne pas vraiment, enfin on peut pas dire qu'ils ne sont pas effectivement imposés. Non, mais ils sont surimposés, et demain, si on continue avec ce genre de discours, ils quitteront la France. Et demain, c'est nous tous, les autres, qui sont beaucoup moins riches, qui devront payer la note. Et je peux vous dire que là, les députés qui ont poussé à partir de France nos entrepreneurs, ils seront bien embêtés. Parce que ils verraient à ce moment-là à quel point la note d'un impôt en prélèvement obligatoire était énorme payée par ces personnes-là, et que en le partageant sur les autres, il restera plus grand-chose à la fin du mois. Donc, en fait, ce raisonnement-là, il est négatif. On a tout à gagner, tous autant qu'on est, à multiplier le nombre d'entrepreneurs en France plutôt qu'à le diviser. Agnès Verdier-Molinier, juste, nous avons d'ailleurs plusieurs auditeurs, évidemment, ça intéresse beaucoup de monde. Nous avons Chantal de Bastia. Bonjour Chantal.
Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour madame. Bonjour madame. Écoutez, moi j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans par rapport aux retraites. De l'argent en France, il y en a. Il y a toutes ces agences sur lesquelles vous avez parlé. Les subventions, il faut qu'il y ait quand même une mission d'intérêt public et pas donner des subventions à tire-larigot. Moi, je vois pas pourquoi on donnerait des subventions à la presse écrite, au groupe justement de monsieur Bernard Arnault, qui touche pour le Parisien, les Échos et d'autres, Le Monde, enfin tout le monde touche des subventions. Moi, je dirais, une vraie capitaliste. Donc moi, je suis pour qu'on entreprenne, qu'on ne donne pas des subventions aux entreprises, mais par contre qu'on les assassine pas au niveau des impôts. C'est eux qui créent de la richesse. Donc la dépense c'est bien, il faudrait un peu parler des recettes. Je veux dire, parce que malheureusement, on ne fait plus recettes en France. Il n'y a qu'à voir la balance commerciale en 2002. Donc avant de rentrer dans l'euro, était excédentaire. En 2005, elle était à l'équilibre. Et à partir de là, on n'a fait que perdre. Donc l'euro aussi nous a fait perdre énormément d'argent. Moi, je suis désolée. C'est vrai que moi, je travaille dans la santé et je peux vous dire qu'en tant que personnel soignant, il y a des tas de normes, des tas de trucs, l'ARS, la CHAES et tout ça. Oui, on en a parlé d'ailleurs, Chantal. Voilà. Je crois qu'on est d'accord sur le fond là-dessus. Et aussi sur les députés, les sénateurs. Il y a trop d'élus aussi en France. On va reparler. Agnès Verdier-Molinier va vous répondre. Juste une petite pause. On retrouve Agnès Verdier-Molinier et on retrouve effectivement d'autres auditeurs, Anne-Catherine et autres. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Avec Agnès Verdier-Molinier pour Face au mur. Alors Agnès Verdier-Molinier, effectivement, on a parlé quand Chantal dit oui, il faut c'est ce qu'on disait au moment de l'audit, supprimer supprimer les associations, les surassociations, les gens qui sont dans le même périmètre et qui coûtent des milliards. Je crois qu'il y a aussi ça. Qu'en pensez-vous? Oui, mais alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit Chantal, c'est qu'elle a dit il y a énormément de subventions aux entreprises. Ouais. Et ça, je trouve qu'il faut se méfier d'une chose, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup, il n'y a qu'à aller chercher les 200 milliards qu'on donne aux entreprises. Non, il n'y a qu'à aller chercher, les 200 milliards des Russes pour le moment, c'est ça qu'on dit, des avoirs russes. On dit ça aussi, mais moi j'ai entendu par ceux qui sont dans le conclave sur les retraites, et ça fait le lien avec le sujet des retraites que Chantal a évoqué tout au début. Il n'y a pas 200 milliards d'aides aux entreprises qui seraient des subventions. C'est pas vrai, en fait. Il faut vraiment comprendre les choses. Ouais. Dans les 200 milliards, l'essentiel, c'est des allègements de charges sur les bas salaires. Les emplois à domicile, beaucoup d'emplois qui sont mal rémunérés. Et puis, ce sont des crédits d'impôt ou des baisses d'impôts pour les entreprises. Mais malgré ces allègements de charges et ces baisses d'impôts pour les entreprises, nos entreprises payent quand même, entre les charges et les impôts, 150 milliards de plus que dans la moyenne des pays de la zone euro. Ça veut dire que si on supprimait tout ce qui est dans les aides aux entreprises, qui sont des allègements de charges, donc des baisses de charges et des baisses d'impôts, on doublerait l'écart avec les autres pays de la zone euro. On serait quasiment à 10 points d'écart avec ces autres pays. Il faut se dire que ça détruirait nos entreprises. C'est vraiment important de le dire. Par ailleurs, il y a quelques subventions, mais on a regardé à la Fondation IFRAP un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui chiffre sur 28 milliards de subventions qui ont été étudiées de l'État, des vraies subventions, de l'argent qu'on donne. Eh bien, sur 28 milliards, André, il y en a 20 qui sont des milliards qui sont donnés aux entreprises publiques. La SNCF, la RATP, la Poste, EDF. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Vous voulez dire qu'on ne donne que 8 milliards aux entreprises privées, c'est ça, ce que vous dites? Je veux dire que quand on regarde dans le détail, à la fin, on a l'impression qu'il y a des centaines de milliards qui sont donnés aux entreprises et que quand on regarde dans le détail, finalement, il reste que quelques petits milliards qui, en réalité, sont donnés, notamment, par exemple, de la part des collectivités locales, que pour des PME de moins de 250 salariés, etc. Je dis pas qu'il faut subventionner. Je dis qu'il faut se méfier des gros chiffres qu'on nous donne et qui, quand on regarde à l'intérieur, OK, on pourrait supprimer les subventions aux entreprises privées. Mais en réalité, ça ferait beaucoup moins que ce qu'on croit. Et ça voudrait dire supprimer aussi les subventions à la SNCF et à la RATP pour financer le régime spécial des retraites
de la RATP et de la SNCF. Ça, personne ne le dit. Donc ça, c'est un premier sujet. Et sur les normes, oui, juste un mot, Agnès, un mot, Agnès Verdier-Molinier, parce que c'est important. Et pourquoi, dites-moi, alors évidemment, on va nous traiter de milléistes, ou me traiter de milléistes délirants. Moi, quand j'ai vu, je pose la question, je ne suis pas compétent. Quand j'ai vu Javier Milei, le nouveau président argentin, avoir la liste des ministères, évidemment, lui, alors il y allait pas avec le dos de la tronçonneuse, et il disait afuera, 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 tel ministère, telle organisation, etc. Sauf qu'on voit dans le gouffre abyssal où était l'Argentine que quand même il y a eu des chiffres assez impressionnants. Est-ce que sans aller jusqu'au afuera, Agnès Verdier-Molinier, est-ce qu'il faudrait pas quand même tailler dans le vif, encore une fois, en fonction de l'efficacité des évaluations? Je repose la question, mais c'est la question fondamentale, sinon on fait rien. Et bien sûr qu'il faut réduire et qu'il faut se poser la question du nombre d'agents par ministère, par opérateur, du nombre d'opérateurs, de la redondance, de la question des subventions, où vont vraiment ces subventions et comment elles sont utilisées, mais peut-être se rendre compte aussi que c'est beaucoup de subventions de l'État à des entreprises qui sont les entreprises de l'État, comme les associations. Il y a beaucoup de subventions de l'État vers des associations qui sont en fait des faux nez de l'État. Des subventions des collectivités locales à des associations qui sont en réalité quasiment des associations qu'on pourrait qualifier de parapubliques parce qu'elles sont très peu en réalité financées par des dons privés. Et à la fin, vous vous rendez compte que tout ça, c'est beaucoup du public qui finance le public aussi. Et que quand on a l'air de dire qu'il y a des milliards qui sont donnés aux entreprises privées, en réalité non. Il y a juste l'idée d'empêcher les entreprises de disparaître parce que on les aurait tellement surtaxées. Donc, un exemple intéressant d'une région qui me disait, finalement, on donne quelques petites subventions à des artisans parce que les artisans en question viennent voir les régions et disent, je n'arrive plus à payer les URSSAF, les impôts que j'ai à payer. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue en même temps. C'est l'idée de dire, il faudrait baisser la fiscalité sur ces artisans, ces commerçants, etc., qui s'en sortent pas et qui finissent par se sentir obligés d'aller taper à la porte des collectivités locales. Mais là, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que finalement, on finit par verser des subventions à coût de chèques de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros dans les collectivités locales, parce qu'il y a des artisans et des commerçants qui se retrouvent à avoir un tel niveau de pression fiscale qui ne s'en sortent plus. Donc, il faut voir la totalité Nous sommes bien d'accord, mais ce que vous décrivez, Agnès, la totalité est d'une absurdité totale. C'est-à-dire, on prend des uns, on enlève les autres, on charge les uns, on charge la mule des uns pour donner à d'autres qui le mériteraient beaucoup moins. Encore une fois, on revient, et pour moi, quand j'ai lu votre livre, et je le recommande, votre livre, il faut le lire, vous avez une chose, c'est que « Où va notre argent ?» c'était le titre d'un de vos précédents livres. Eh bien, on veut le savoir, et pour le savoir, la seule chose à faire, c'est, on aura peut-être, ou dans l'opposition, ou dans la majorité, quelqu'un qui dira, faites l'audit de l'État. L'État, c'est nous, faites l'audit, on veut savoir où il est, notre argent. Et je crois que vraiment, on s'en sortira pas autrement, sinon ça va continuer comme ça jusqu'au FMI, Agnès. Je crois, vraiment. Oui, notre responsabilité à tous, André, et je crois qu'on en porte tous une part de responsabilité dans cette affaire, parce qu'on voit tous sous nos yeux ce qui est en train de se passer. C'est de dire les choses, c'est de dire aux Français, maintenant, d'expliquer ça aux Français de manière pédagogique, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre Face au mur. Il y a des solutions pour s'en sortir. On sait ce qui est en train de se passer. On est allé trop loin dans un modèle social qui est devenu antisocial. Qui détruit de la valeur au lieu de créer de la valeur, qui détruit de l'emploi au lieu de créer de l'emploi, qui nous emmène tous vers une issue qui est négative pour la France, alors que notre pays mérite mieux. Nous devons tous collectivement essayer d'éviter cela. Merci Agnès, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, ce qu'on peut dire, pour cela, il faut de la volonté à tous les étages et du courage, encore plus de courage et de l'audace à tous les étages. J'espère qu'on aura, de ce point de vue, quelques velléités dont on a vraiment besoin. Agnès Verdier-Molinier, Face au mur, lisez-le.